Du coup, on a une première question. Donc, si on a pu maintenir donc, le lien avec les personnes âgées par téléphone et pour les personnes dont les passages étaient moins fréquents pour maintenir du coup un lien social avec les moyens du bord. On nous demande du coup si on a pu maintenir le lien. Donc, bien évidemment, on a pu. Oui, là, pour le coup, il y a quand même eu, dans le côté, en fait, plus ou moins catastrophique de ce qui nous est arrivé, en est sorti, en fait, beaucoup de choses extrêmement positives, notamment des associations qui ont mis en place des campagnes d'appel pour nos aînés. Et on a eu la chance aussi, par la canicule 2003, qui nous a permis de tirer des enseignements. Et je souhaite de tout mon cœur que cette crise-là nous permette encore d'avancer. La canicule 2003 nous a permis en fait d'avancer. Elle nous a permis d'avancer notamment par la mise en place du recensement des plus fragiles dans les communes. Donc, dans l'absolu, ces fichiers-là existaient. Certes, ils n'ont pas toujours été tenus à jour, mais ils avaient le mérite d'exister et ça a permis à des structures comme les nôtres de pouvoir en fait inscrire ces personnes-là dans ces fichiers et que ces personnes-là bénéficient en fait d'appels. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu quand même de très très belles mains tendues durant cette crise et qui ont prouvé en fait une solidarité intergénérationnelle très très forte. Et si je prends l'exemple de WeHelp, en tout cas moi ça m'a profondément marqué, c'est la marque Volkswagen qui prête des véhicules aux auxiliaires de vie de manière à ce qu'elles puissent gagner du temps dans les transports sans se douter en fait qu'au-delà de gagner du temps par l'utilisation des transports, ils nous permettaient de prendre soin de nos auxiliaires de vie par la minimisation en fait des contacts dans ces mêmes transports et donc nous permettait à nous d'être un peu plus sereins dans le fait de ne justement pas propager le virus. On a une autre question du Courageux. On nous demande si on a pu donc laisser le choix aux personnes accompagnées, donc soit de rester seules, pardon, soit de risquer donc le Covid en rapport avec la liberté donc du coup du sujet d'aujourd'hui. Alors nous on est mais je pense que vous le savez si vous êtes à la conférence, nous on est dans un contexte particulier donc on est mandataire, on n'est pas prestataire et ça a été une force, ça a été pour être totalement transparente et sans faire la promotion de WeHelp, là je parle vraiment en fait du modèle en tant que tel. Être mandataire, ça a été une force durant en fait cette période, puisque là, en l'occurrence, la relation aidant-aidé était beaucoup plus forte et beaucoup plus forte dans ce que devait apporter le salarié à son employeur. On n'a pas eu en fait, personne n'a déserté le front en fait. Donc, on a eu des bénéficiaires qui nous ont dit « je suspends les interventions, mon fils va rester avec moi pendant tout le confinement, il va s'occuper de moi ». Comme on a eu des bénéficiaires qui se sont inquiétés de savoir si leurs salariés allaient rester chez eux. Mais la connexion particulier employeur-salarié est tellement forte que malheureusement pour les prestataires, mais heureusement pour le modèle mandataire, on n'a pas eu de grandes difficultés à maintenir en fait à maintenir l'accompagnement. Ça a été d'une très grande aide, ouais. Prochaine question encore, Raja. Du coup, on demande ce que tu penses de la proposition donc, de Jérôme Gage dans son rapport d'aller vers les personnes âgées avec l'appui des CCAS pour dépister l'isolement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Et c'est moi ce qui peut me faire mal au cœur parce que ça fait des années que je suis dans ce secteur-là et je suis vraiment passionnée. Et plutôt que d'aller dans le monde politique, j'ai voulu rester dans le monde très pragmatique. Et en faisant ce choix-là, je me rends compte à quel point on est lent, à quel point on a construit notre monde en système de millefeuille. Et je dis en millefeuille parce qu'il existe déjà beaucoup de choses. Ce que Jérôme Gage annonce dans son rapport et dans les préconisations, c'est des choses qui existent. Le fait que ce soit les CCAS, ok, très bien, mais pour autant, le recensement existe. Le fait de devoir appeler les personnes en situation d'isolement et donc de les recenser, ça existe. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est prendre conscience qu'il faut le mettre en application. Et pour ça, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs. La mairie ne peut pas être seule porteuse de cela, en fait. On est tous responsables de nos aînés, en réalité. Donc, quand on observe chez nos voisins une situation de fragilité, rien ne nous empêche d'échanger avec notre voisin en disant, ben, voilà ce qui existe. Est-ce que ce serait pas mal que j'envisage, moi, de faire les démarches pour t'inscrire dans le fichier au cas où? Et c'est encore plus vrai parce que là, on sort du plus fort, en fait, de l'épidémie. Mais là, on arrive en fait dans une situation qui peut être la canicule. Donc, ça reste très vrai en fait.
c'est quelque chose qu'il faut faire et je pense qu'on a tous, un niveau de responsabilité par rapport au bel âge qui est effectivement de participer à ce recensement-là. Et la mairie ne peut pas le faire seule, en fait. Prochaine question, Raja, on nous demande comment est-ce qu'on reparle de cette période avec les personnes accompagnées? Comment on en reparle? Ouais. Comment on y aborde le sujet? Ouais, comment on aborde le sujet avec elles? Bon, ben là, on n'y est pas encore. Là, on n'est pas encore totalement. Enfin, on a commencé, en tout cas nous, à prendre quand même pas mal de recul sur ce qui s'est passé, à en tirer des leçons. Déjà commencer par en tirer des leçons pour ensuite pouvoir faire des propositions. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait via les fédérations. On est chez WIELP, on est hyper actif au niveau des fédérations pour faire avancer certains points. Donc il y a ça. Mais pour en parler spécifiquement avec les familles, déjà, il faut savoir que ce qu'on a mis en place, donc on a travaillé, mais je pense tout comme vous, on ne comptait pas nos heures et il y avait pas, on était en mode 7 jours sur 7. Donc, on a gardé une communication très, très forte avec les aidants, avec les personnes âgées. On n'a pas arrêté pendant toute la période d'envoyer des recommandations, sachant qu'au départ, pour information quand même, nous n'en avions pas. Donc, on n'avait pas de recommandations. Donc, on s'est informé auprès de nos réseaux personnels, très clairement. Donc, auprès de les fondateurs de l'entreprise, par exemple, sont issus de familles de médecins. Donc, on a usé en fait de nos réseaux pour construire nous-mêmes en attendant nos protocoles. Et donc, du coup, on a été dans la communication à outrance en communiquant en fait nos protocoles aux personnes âgées et aux aidants. Donc, la communication n'a jamais été rompue et là, aujourd'hui, elle ne l'est toujours pas. Mais pour être honnête, on n'est pas encore revenu sur la façon dont les choses ont été vécues parce que, en fait, on n'en est pas encore complètement sorti. Donc, du coup, il faut d'abord qu'on en sorte complètement pour pouvoir ensuite amorcer, pourquoi pas, des discussions sur le sujet ou en tout cas voire même des questionnaires pour pouvoir faire des études sur comment ça a été vécu, comment a été vécu le déconfinement. Ça peut être très, très instructif en tout cas. Prochaine question, Raja, on nous demande quels sont les impacts qu'on a pu remarquer chez les aidants familiaux. Dur. Très, très dur. Ça a été très, très dur. On a chez nous, ça a été très, très dur et ça a été très, très dur pour nos WeHelpers en interne qui prenaient les coups de fil des aidants hyper inquiets. Pour eux, ça a été très dur. Enfin, on en parlait tout à l'heure par rapport à l'isolement social et la culpabilité que ça a induit. Donc, on avait des aidants qui ne savaient plus ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'ils devaient continuer à aller voir leurs proches ou est-ce que où est-ce qu'ils devaient arrêter? Est-ce qu'ils devaient y aller sans pouvoir les toucher, sachant que le toucher, c'est primordial pour le lien social. Donc, du coup, ça a été pénible pour eux. Il y en a de nombreux qui nous ont appelés, pas pour nous demander de l'aide, mais pour pouvoir échanger sur leurs parents. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a donné des nouvelles assez régulièrement et on les a rassurés comme on a pu. En tout cas, on a la chance parmi les personnes âgées qu'on accompagnait avant l'épidémie de ne pas avoir enregistré de décès, tout en étant, pour être très honnête, relativement autoritaire sur nos communications. Et on a été maintenant avec le recul, moi je prends conscience en tout cas parce que j'ai beaucoup travaillé avec la directrice marketing de WeHelp et je me rends compte qu'on a été, oui, peut-être totalitaire et autoritaire et on a usé de stratégies de communication en expliquant qu'en fait il fallait qu'on protège leurs salariés. Et c'est ce qui nous a permis de faire comprendre aux aidants que il fallait minimiser leur venue au domicile, en tout cas leurs allées et venues au domicile, pour déjà d'une part ne pas contaminer leurs proches, mais aussi ne pas contaminer leurs salariés qui ne travaillent pas que chez eux, mais qui ont d'autres particuliers employeurs. Donc ça n'a pas été, c'est des décisions qui ont été, même pour nous, très très difficiles à prendre, qui sont encore très lourdes en émotions, parce que je vous disais, on n'a pas encore pris le recul de toutes les décisions qu'on a prises. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour eux. Ça n'a pas été facile pour nous non plus. Il a fallu prendre des décisions. Aujourd'hui, au regard de nos chiffres et de l'état de santé des personnes qu'on a accompagnées, on se dit que c'était potentiellement la meilleure décision à prendre. Et les injonctions qu'on a données aux aidants, même si elles étaient douloureuses, même si on a compris que ça a eu un impact émotionnel sur eux, c'était la meilleure façon de les préserver, de préserver les salariés et aussi les personnes âgées. Et les personnes en situation de handicap aussi, puisqu'elles sont concernées. Prochaine question qui va sans doute te plaire en mode mandataire. Donc,
On nous demande si on n'a pas eu trop de difficultés à obtenir les individuels de protection. Bon, alors est-ce que je suis honnête ou pas? Oui, je vais être honnête, si, ça a été très dur. Si, ça a été très dur, ça a été très dur, mais on a eu la chance d'être extrêmement agile. Donc on a compté sur nous-mêmes. Pour être transparent, on a compté sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a fait nos propres commandes en réalité, parce qu'il fallait le temps de faire comprendre que même si on n'était pas autorisé par le département, on avait quand même des personnes, on accompagnait quand même des personnes qui étaient à la charge du département, donc il fallait nous équiper. Pour être totalement transparente avec vous, il y a enfin, c'est moi qui me suis occupée de cette question-là chez WeHelp. Donc il y a des départements qui l'ont très bien entendu, il y a des ARS qui l'ont très bien entendu, et d'autres non. Pour être très franche avec vous, d'autres non, pas du tout. Donc pour autant, on s'est appris, enfin, on a acheté nous-mêmes nos masques, même si on n'est pas les employeurs des salariés, on a doté nos salariés, enfin nos salariés entre guillemets, on a doté les salariés des particuliers employeurs en masques. On a eu un fonctionnement aussi très fort avec vous et on vous en remercie. On a eu un fonctionnement plutôt très bien huilé avec vous, c'est-à-dire que quand vous nous avez orienté en fait des personnes âgées qui étaient atteintes du Covid-19, là où on était pas très bien doté en masques, on vous a demandé de l'aide, vous avez répondu présent et vous nous avez donné des masques. Quand ce n'était pas possible pour vous, on est passé par les médecins traitants. En fait, on a usé de toutes les stratégies possibles et inimaginables. Et j'ai passé moi-même les coups de fil aux pharmaciens et aux médecins pour accompagner les responsables de secteur parce que ce n'était pas facile, pour leur expliquer la situation et leur dire qu'en fait, leurs voisins, voire leurs voisins de palier ou voire au-dessus de leur pharmacie, il y a une petite personne âgée qui souhaite rentrer chez elle, qui doit libérer un lit pour des personnes certainement plus malades et plus nécessiteuses. Et pour que ce soit possible pour nous, il nous faut des masques. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et ça a marché. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu des notes. Il y a eu des notes qui nous ont fait pleurer de joie. Ça a marché, quoi. On a eu des pharmaciens juste incroyables qui nous ont donné masque quand ils ont compris effectivement que parfois le mandataire n'était pas forcément entendu. Il y a vous-même des assistantes sociales des hôpitaux qui nous ont aidés à en avoir aussi. Et puis, très franchement, on a compté aussi sur nous-mêmes et on a passé nos commandes. Donc aujourd'hui, on a des masques comme on en a eu au début de l'épidémie. Quand on a senti les choses venir, on s'est doté, quoi, nous-mêmes. Encore une question, Raja. Du coup, on dit que, on acquiesce sur le fait qu'on a un rôle majeur sur les personnes isolées. On demande ce que tu penses du coussin connecté et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement développer cet objet pour maintenir du lien avec les auxiliaires de vie. Comment on pourrait les former? Est-ce que tu as un avis sur ça? Alors, du coup, comment on pourrait les former? Bon, on a tellement de ministères en lien. C'est tous les sujets dont je vous parlais tout à l'heure qu'on pousse au sein des fédérations et au sein du gouvernement. Et la mission d'Elcomri, je trouve qu'elle l'a plutôt pas mal remplie parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qui ont été poussés. Notre grande problématique dans notre secteur d'activité, c'est qu'on a 72 diplômes. On a 72 diplômes avec lesquels on travaille. Réformer 72 diplômes, c'est extrêmement difficile. Donc, arriver en tout cas à la création d'un tronc commun, en faisant entendre que ces métiers-là, ce n'est pas des métiers ancestraux et qui doivent continuer à avancer en fonction des avancées technologiques et numériques, ce serait plutôt pas mal. Parce qu'on a des auxiliaires de vie, effectivement, qui ont des diplômes, je ne sais pas si vous connaissez, mais tels que le CAFAD, qui est l'ancien DEAVS, qui ne prenait pas en fait toute cette formation numérique. Et pour autant, ces personnes-là qui ont ce CAFAD, c'est des personnes juste génialissimes qui font très très bien leur travail, mais qui sont en fait éloignées aussi du secteur numérique. Et il ne faut pas perdre de vue qu'on est aussi dans un salariat vieillissant, donc qui se renouvelle très lentement. Donc, d'où le fait qu'on énonce beaucoup l'importance de l'attractivité de ces métiers-là. Donc, nous, ce qu'on fait, en tout cas chez WeHelp, c'est qu'on met en place des tutos pour accompagner les auxiliaires de vie à se familiariser avec tout ce qui est numérique. Ce que je pense, moi, en tout cas, personnellement, des objets connectés. Puisque, Enzo, dans ta question, moi, tu l'as mis en relation avec l'isolement. Je pense très sincèrement que les objets connectés ne vont jamais rompre l'isolement. Jamais. L'isolement, c'est quelque chose qui ne se rompt que par ce que j'évoquais tout à l'heure, le contact, donc que par la sociabilité. En revanche, si j'enlève le côté isolement de cette question-là, moi, je suis complètement favorable à ces objets connectés dès lors qu'ils fonctionnent, dès lors qu'il y a eu une expérience utilisateur en amont,
Donc, dès lors qu'il y a une acceptation en fait de l'utilisateur c'est quelque chose qui nous donne quand même pas mal d'informations. Mais pour que ce soit pertinent, il faudrait une autorisation du partage des informations du point de vue médical, ce qui n'est pas le cas. On est encore dans une opacité, nous, en tout cas dans notre monde médico-social, on est encore dans le non-partage de ces informations-là. Donc oui, s'il y a un partage d'informations, si on arrête de nous contraindre au fait qu'on n'ait pas le droit d'avoir des informations médicales qui peuvent nous aider, en tout cas, donc oui, ce serait pertinent si on décloisonnait un peu plus le monde sanitaire et le monde social. Ouais. Une question de Michael, du coup, c'est peut-être un résumé un peu de ce que tu en as parlé tout à l'heure, mais il demande du coup qu'en est-il du respect des libertés individuelles lors du confinement, quand on a donc des personnes qui refusent le port du masque ou qui ont du mal avec les gestes barrières, l'intimité. Bah, c'est triste, c'est triste quoi. Enfin, là pour le coup, déjà on a eu les informations au compte-gouttes. C'était déjà pas évident de comprendre ce virus-là, donc on savait même pas comment il se transmettait. On a tout entendu en fait. Donc, ça a été compliqué. La seule chose qui pouvait nous protéger, c'était la distanciation sociale. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas appliqué, je dirais que c'est bien triste pour eux et c'est bien triste pour leur entourage, ou en tout cas ceux qui étaient à proximité, parce qu'ils se sont mis en danger, ils ont mis en danger les autres. Donc, c'est stupide, pour être très franche. Je trouve ça stupide. Et je trouve ça stupide d'autant plus pendant le confinement, et je trouve ça encore plus stupide au 12 mai. Je trouve ça plus stupide parce qu'on a eu pas mal de personnes qui se sont investies, voire surinvesties, qui ont travaillé, qui se sont déplacées auprès du public vulnérable en étant dotés de masques et qui se sont mis aussi plus ou moins en danger. Et après le 11 mai, on a observé des comportements qui n'étaient pas les bons. Et finalement, en fait, on a été encore plus inquiets pour les auxiliaires de vie et pour les personnes âgées après le déconfinement que pendant le confinement. Parce qu'on était plus ou moins protégés pendant le confinement, vu qu'il y avait encore quand même pas mal de contrôles et que les gens étaient contraints à rester à domicile. On se sentait protégés dans l'exercice des auxiliaires de vie, puisque finalement, les gens qui étaient à l'extérieur étaient contrôlés et c'était particulièrement des professionnels qui ne pouvaient pas faire autrement. Et le déconfinement a amené d'autres questions en termes de complexité. On nous demande comment préparer les personnes âgées à une deuxième vague. J'espère qu'il n'y en aura pas. J'espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Ce que je peux dire, c'est que s'il y en a une deuxième, en tout cas, on sera prêt cette fois. On ne le vivra pas du tout comme la première. On sera prêt, on sait ce qu'on doit faire, on connaît un peu mieux le virus. Ce ne sera pas du tout vécu. Le stress et les réactions ne seront pas du tout les mêmes qu'on a pu. Je parle pour WeHelp en tout cas, mais les mêmes qu'on a pu avoir au début. Et par exemple, chez WeHelp, des masques, maintenant, on en a plein. On en a plein parce qu'on n'a pas arrêté les commandes. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Mais ce que je peux dire, c'est que s'il y en a une, en tout cas, on sera prêt. Et on n'attendra pas des décisions de nos grandes instances pour bouger, en tout cas. S'il y a une mise en place d'un plan psychologique, parce que ça rebondit un petit peu, c'était pas une question tout à l'heure, mais dans le chat, du coup, on nous disait qu'il y avait des personnes qui étaient traumatisées, qui avaient du mal, du coup, maintenant, à de nouveau avoir l'idée de sortir de chez eux. Ça va peut-être en lien avec ça. Donc, est-ce qu'on a un plan psy prévu à cet effet? Oui, bien sûr, Enzo, on en a eu un même pendant… en fait, le plan psychologique, en tout cas la prise en charge psychologique des personnes, elle s'est faite pendant le confinement aussi. Il y a eu pas mal de numéros destinés aux personnes âgées ou destinés aux personnes vulnérables sur lesquels nous, on n'a pas arrêté de communiquer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on est resté en lien constant avec les aidants, avec les personnes âgées, mais pas uniquement les personnes âgées. Il n'y a pas que les personnes âgées qui ont été traumatisées. Leurs salariés ont été traumatisés. Nous, on a été traumatisés à notre échelle, mais les salariés aussi ont été traumatisés. Je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, mais elles sont quand même allées travailler la boule au ventre. Enfin, elles ont un mérite incroyable pour en avoir eu en fait certaines au téléphone. Sincèrement, je raccrochais, j'étais touchée au plus profond de moi-même. Des femmes qui étaient capables, des femmes avec des enfants qui étaient capables de nous dire je vais y aller, tant pis, je vais me protéger au maximum, mais je vais y aller sur des cas qu'elles n'avaient pas, donc elles pouvaient refuser, sur des cas de sortie d'hospitalisation notamment, où elles pouvaient nous dire non, je ne vais pas me mettre plus en danger, je ne vais pas prendre d'autres bénéficiaires. On a une chance incroyable d'avoir une équipe magnifique. Enfin, j'en ai pleuré à plusieurs reprises tellement j'étais
surprise par l'élan qu'on a pu avoir de personnes aussi peu payées parfois. Ouais, c'était assez dingue. Donc, du coup, pour répondre à la question, Enzo, le soutien psychologique, nous, on en a eu conscience dès le début. Et on en a eu des consciences dès le début. C'est-à-dire que, de toute façon, on a toujours eu des personnes dédiées à la prise d'appel téléphonique. Donc, ça a toujours été le cas chez WeHelp. On a notre astreinte le week-end et les auxiliaires de vie pouvaient appeler n'importe quand pour échanger. Et après, là où on a été chanceux sur notre fonctionnement, et ça, on le doit à ceux qui ont monté la boîte, mais c'est d'avoir capé le nombre de bénéficiaires par responsable de secteur. C'est qu'on a eu des responsables de secteur ultra connectés, qui n'ont pas regardé leurs heures aussi, et on les a remerciés pour ça. Elles avaient zéro obligation, mais qui ont pris les appels, des auxiliaires de vie, qui à des heures assez dingues aussi, pour les rassurer, les encourager, parfois juste pour leur dire bonjour et savoir si tout allait bien. Donc, en tout cas, oui, en toute humilité, enfin, vraiment en toute humilité, moi, je ne peux que dire que je suis fière de ce qui a été fait par les responsables de secteur et les décisions qui ont été prises en termes d'accompagnement et par les gens qu'on a eus qui étaient au téléphone toute la semaine et les gens qui étaient d'astreinte. Je reviens juste sur la question tout à l'heure de Michael, en fait, qui disait qu'il parlait des résidents quand on parlait du coup du respect des libertés individuelles pendant le confinement, pour les personnes qui refusent du coup de porter le masque, les gestes barrières, etc., auxquels tu as répondu, mais il parlait plutôt des bénéficiaires, si je comprends bien. J'ai du mal à comprendre la question, malheureusement. Ah, tu peux me la répéter, s'il te plaît? En fait, il demandait du coup ce qu'il en était du respect des libertés individuelles lors du confinement pour les gens qui refusaient donc de porter le masque ou qui refusaient d'adapter les gestes barrières, mais il parlait en l'occurrence des bénéficiaires, si je comprends bien. Ah, des bénéficiaires. Ah, ben là, par contre, encore une fois, on a été très autoritaire avec les personnes chez qui nous, comme je t'expliquais tout à l'heure, on est mandataire. Donc, les personnes ont signé un contrat de mandat avec nous. Ce contrat de mandat stipule très clairement qu'on doit les accompagner dans le rôle de particulier employeur. Le rôle de particulier employeur, c'est aussi assurer de bonnes conditions de travail à leurs employés qui ont le droit d'exercer leur droit de retrait par ailleurs. Et donc là, effectivement, dès lors qu'on avait ce genre de situation, mais très sincèrement, en tout cas remonté chez moi, donc en traitement, j'en ai eu 2. Très sincèrement, je n'en ai eu que 2. Et là, il suffit je vais être très infantilisante, mais il suffit de tirer les oreilles en expliquant qu'il y a un danger médical pour leur bien à eux, puis il y a un danger juridique. Là, en l'occurrence, les gestes barrières devaient être respectés. Ça a plutôt bien marché, puisque de toute façon, s'ils ne les respectaient pas, leurs salariés pouvaient exercer leur droit de retrait.